Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 18e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Alors édition un petit peu spéciale cette semaine, puisque je suis en compagnie de Guy Hervier, mais Guy n'est pas dans nos locaux de la Défense, mais tout simplement à New York, puisqu'il fait un stop, il est de retour du Dell EMC World. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, comme j'expliquais à nos lecteurs, vous êtes à New York, mais plus précisément dans quel quartier? Oui, alors effectivement, comme vous pouvez le voir, ici on est à New York et c'est pas tout à fait le même temps qu'on a eu à Las Vegas. Donc juste un petit point pour dire où on est à New York, on est dans les Hudson Yards, donc on est au niveau de la 34e rue. Je crois d'ailleurs, pour nos lecteurs intéressés par l'histoire de l'informatique, que vous êtes près d'un lieu qui a été le témoin de l'histoire des PC. Et derrière le bâtiment noir que vous pouvez apercevoir, c'est en fait un bâtiment d'exposition et à l'époque il y avait une exposition à New York qui s'appelait le PC Expo, donc comme son nom l'indique, était à propos des PC. Donc évidemment le temps n'est pas tout à fait le même qu'à Las Vegas. Là aujourd'hui il fait assez froid et il pleut. Las Vegas il faisait chaud et donc on était à Las Vegas pour la première conférence qu'organisait Dell sous la bannière Dell EMC, puisque auparavant le Dem World était à Austin, Texas. Et donc ils ont évidemment, depuis la fusion entre les deux sociétés, ils ont réuni les deux conférences en une seule et Austin était devenu trop petit, n'avait pas une capacité hôtelière suffisante pour accueillir l'exposition, puisqu'on parle de près de 13 000 participants, donc c'est quelque chose d'assez énorme. Effectivement, ça fait beaucoup de monde, mais est-ce que les annonces étaient à la hauteur de l'événement? Pour cette première exposition Dell EMC à New York, à Las Vegas je veux dire, Dell Technologies, donc puisqu'il s'agit de Dell Technologies, a frappé très fort, puisqu'il y a eu la 14e génération des serveurs PowerEdge. Donc ça c'était quand même quelque chose d'important, puisque la première génération remonte à 2003-2004, donc il y a près d'une quinzaine d'années. Et à l'époque, Dell était encore un simple fabricant de PC, donc il y a eu beaucoup de chemins parcourus. Il y a eu beaucoup d'annonces dans le domaine des serveurs hyper convergés, donc HCI pour Hyper Converged Infrastructure. Donc il y a eu des annonces sur les VxRack, les annonces sur les VxRail. Et donc ça, c'est les systèmes qui sont préfabriqués avec VMware. Et puis il y avait aussi des annonces avec les XC Series. Donc ça, c'est pour toutes les autres solutions de virtualisation du marché. Et au niveau du stockage? Beaucoup d'annonces également dans le domaine du stockage. Donc le haut de gamme, le VMAX, il y a eu Extreme.io, il y a eu les serveurs NAS EasyLon. Un autre point à noter? Donc je dirais qu'un ensemble d'annonces assez impressionnant et qui montre la force de frappe que possède aujourd'hui Dell EMC et qui a sans doute le catalogue le plus complet de l'industrie. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'évidemment on a eu l'occasion de voir Michael Dell donc, dans la conférence plénière. Donc là je dirais que c'était une espèce de show, donc c'est quelque chose de très préformaté, mais on l'a vu également aussi à l'occasion d'une conférence un peu plus réduite pour la presse européenne. Et donc là il a rappelé finalement le chemin qui avait été parcouru depuis une dizaine d'années. Ça c'est pour l'existant, le chemin parcouru, mais j'imagine que le chantier est toujours en cours. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qui reste encore à faire, et donc ça a été l'objet d'une présentation, c'est le regroupement des services en une seule unité. Et ça c'est apparemment au dire de Dell, c'est quelque chose qui va prendre entre 2 ans et demi et 3 ans, donc ça a déjà commencé, donc c'est un long travail. Enfin, pour conclure cette table ronde avec Michael Dell. Et donc finalement dans cette conférence de presse, table ronde à laquelle participait Michael Dell, finalement il a rappelé la bonne idée qu'il avait eue de faire tout ça, de sortir de la bourse. Et financièrement, finalement, il a rappelé que quand on compare les deux, là il a dû emprunter énormément d'argent
67 milliards, c'est pas rien. C'est un remboursement annuel de un peu plus de 2 milliards par an, donc ça veut dire que ça nécessite des capacités financières importantes. Mais lorsque c'était une société cotée en bourse, je dirais que tous les investissements nécessités par le fait d'être présent en bourse, en particulier des programmes de rachat d'actions, etc., c'était de l'ordre de 5 milliards de dollars par an. Donc finalement, quand on compare les deux, et donc il s'est montré vraiment très serein sur le chemin parcouru. Et finalement, le résultat est quand même assez spectaculaire, puisque aujourd'hui, Dell est devenu le numéro 1 du secteur IT. Donc, bon, la fusion n'est pas encore tout à fait terminée, mais elle est quasiment bouclée, donc c'est un parcours assez exemplaire. Alors Guy, on retourne de ce côté-ci de l'Atlantique et on parle du classement Truffle 100, c'est-à-dire en bon français le classement du top 100 des éditeurs de logiciels français, avec finalement, comme d'habitude, une assez grande stabilité, si j'ai bien compris. Alors effectivement, donc ça c'est un peu les marronniers habituels, et pourquoi on a retenu ça, c'est parce que tout simplement il y a quelques semaines, il y a eu le classement des 100 premiers éditeurs sur le marché français. Et donc on avait retenu le top 10, et dans le top 10, il y a seulement deux Français, Dassault et Cegid. Donc c'est intéressant de faire le parallèle avec ce classement des 100 premiers éditeurs français. Donc la notion d'éditeur français n'est pas toujours très claire à définir, mais bon, en tout cas là c'est le Truffle Capital, la société d'investissement, qui fait ça en collaboration avec PAC. Donc la constatation, c'est un marché en pleine croissance, hein, parce qu'on est à 9% de croissance si on prend le total. Et évidemment, si on enlève Dassault Systèmes qui représente quasiment le tiers de ces 100 éditeurs français, si on met Dassault dedans ou si on l'enlève, ça fait une grosse différence, mais si on enlève Dassault, on est à plus de 10% de croissance, donc c'est quelque chose d'important. À l'inverse, l'ensemble représente à peu près 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros, si on compare ça à un grand éditeur de logiciels américain comme Microsoft par exemple, on voit bien la différence de niveau. Mais malgré tout, c'est quand même une industrie qui crée de l'emploi, qui est dynamique, et à cette occasion, les responsables de la société Truffle Capital faisaient toujours un peu les mêmes constats, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'investissement, et en particulier un manque d'investissement en termes de capital risque, capital investissement en France par rapport aux États-Unis. Bon, on dirait que la situation ne va pas se régler comme ça en un claquement de doigts, mais en tout cas, je dirais que les éditeurs de logiciels français sont quand même malgré tout relativement dynamiques, et on peut espérer que la situation s'améliore par la suite. Alors du logiciel au hardware, il n'y a qu'un pas que nous franchissons allègrement pour parler de la dernière livraison de l'Itanium, processeur de chez Intel et HP. Alors pour résumer un peu l'histoire, je crois qu'on peut paraphraser le titre d'un roman bien connu, on peut parler de la chronique d'une mort annoncée. Alors Itanium, c'est un peu, je dirais que c'est la fin d'un... bon, échec, le terme est un petit peu fort, mais si on remonte dans le temps, donc on est en 2001, et les fournisseurs de microprocesseurs doivent passer aux 64 bits, et donc Intel s'associe avec HP pour sortir cette puce Itanium. Et donc on a une nouvelle architecture qui sort de l'architecture x86 qui existait déjà depuis un petit moment. Malheureusement, la première génération là pour le coup est un échec. On a Itanium 2 qui sort peu de temps après. Et donc l'idée c'était de concurrencer les puces RISC de l'époque. Donc il y avait la puce HP, il y avait donc PA-RISC, il y avait PowerPC d'IBM, il y avait Spark de Sun à l'époque, et aujourd'hui qui est dans le giron de RAC. Et finalement le résultat a été relativement décevant, puisque
Entre-temps, Intel a sorti la puce Xeon, donc qui elle, pour le coup, a été un succès assez phénoménal. Elle équipe dans toutes ses variantes les PC et les serveurs. Cette Itanium 9700 sera la dernière génération. Elle équipera uniquement les serveurs HP. Donc HP maintiendra ça jusqu'en 2025, ça a été annoncé comme ça. Et évidemment, il y a des programmes de migration vers des serveurs Xeon. Mais bon, on voit bien que tout ça se fait dans la durée, ça prend énormément de temps. Mais en tout cas, c'est la fin d'un programme lancé il y a maintenant quasiment plus d'une quinzaine d'années. Très bien, pour le coup, il n'est pas sûr qu'on en reparle tout de suite. Alors, sans transition, comme on dit, on parle des géants de l'Internet, les GAFA, qui sont à nouveau sous le feu de la Commission européenne qui a promis de sévir dans les prochains mois. Alors, de ce point de vue-là, il y a deux sujets, effectivement, on aura l'occasion d'en reparler. C'est pas pour la semaine qui vient, mais c'est pour les semaines à venir. Il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est le fait que les GAFA, pour simplifier, comment dire, par des moyens détournés, mettent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Donc ça, c'est une première chose. Mais si j'ai bien compris, la Commission européenne s'intéresse à une autre problématique. Et là, le sujet sur lequel se concentre la Commission européenne, c'est le problème des pratiques monopolistiques et anticoncurrentielles. Et donc la Commission est en train de réfléchir sérieusement à la question, est en train de serrer la vis avec des annonces qui devraient intervenir d'ici la fin de l'année. Non seulement des annonces, mais des décisions qui vont être prises. Et donc là, c'était un peu un point à mi-étape. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre de patrons de sociétés Internet européennes qui se sont rappelés au bon souvenir de la Commission. Il y a en particulier le patron de Spotify, le patron de Deezer, le patron de Rocket Internet, qui en fait ont rappelé les pratiques de ces grandes plateformes Internet. Donc, à la fois les moteurs, les magasins d'applications, donc les App Store, qui finalement sont un peu les portes d'entrée sur Internet et font un peu ce qu'elles veulent, c'est-à-dire qu'elles référencent, elles déréférencent des produits et donc elles ont la main, elles font un peu ce qu'elles veulent. Donc on attend de ce point de vue-là des décisions intéressantes pour la fin de l'année, donc on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Enfin, dernier sujet, et je vais peut-être parler d'un coup de gueule, c'est Apple et son fameux trésor de guerre, dont vous avez l'impression, qu'elle ne sait pas trop forcément quoi en faire. Alors c'est à la fois c'est un coup de gueule, un coup d'étonnement, je dirais que c'est plusieurs choses à la fois. C'est Apple qui vient, la capitalisation boursière d'Apple qui vient de dépasser les 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars, ça ne dit pas grand-chose à personne, mais c'est le PIB de l'Arabie Saoudite, donc c'est quand même quelque chose de très important. Cette capitalisation boursière a pris 40% depuis le début de l'année. Alors finalement, c'est pas vraiment lié aux résultats d'Apple, puisque les résultats du premier trimestre de l'année 2017 ils ont été bons, mais pas extraordinaires, et on sait que l'iPhone c'est vraiment la grosse vache à lait du groupe. Et il n'y a pas de produit de substitution. Donc, et on sait qu'en Chine, les ventes commencent à se tasser sérieusement. Mais c'est plutôt que Apple devient une société vraiment d'investissement et pour les actionnaires. Et donc là, Apple a fait une annonce de retour sur action, de dividendes, etc. Très très important, ce qui a dopé l'action. Donc c'est sans doute quelque chose qui peut durer un certain temps, mais pas trop longtemps. Et vraisemblablement, il faudra qu'Apple, un jour ou l'autre, nous annonce un nouveau produit qui prendra un jour ou l'autre la succession de l'iPhone. Très bien, merci Guy, bon retour sur Paris, et puis on se retrouve donc lundi prochain dans nos locaux pour une nouvelle édition
d'Informatique News Hebdo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.